Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a marqué profondément le XXe siècle, c'est la guerre froide. Pour notre vision à nous, vision française et je dirais européenne, c'est ce qui a divisé l'Europe pendant presque 50 ans. C'est le rideau de fer commenté par Winston Churchill. C'est donc l'opposition entre les deux grandes puissances d'après-guerre, les États-Unis et l'URSS. Et c'est quelque chose de beaucoup plus global qu'on ne le croit. C'est pas seulement quelque chose qui a fait que l'Est de l'Europe était plus qu'influencé, même dirigé quasiment par l'URSS, et l'Ouest de l'Europe influencé notamment sur le plan industriel et surtout culturel par les États-Unis. C'est beaucoup plus que ça a eu une influence beaucoup plus globale sur le monde. Donc là, c'est la carte du monde selon les influences. En 1959, vous avez l'Afrique qui est encore colonisée par l'Europe. Vous avez le bloc de l'Est là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus global que ça. Ça ne se joue pas seulement en Europe. J'essaie de me concentrer sur l'influence qu'a eu ce conflit pendant 4 décennies et demie sur le monde entier, sur des pays qu'on n'imagine pas forcément. Donc d'abord, on va essayer de revenir un peu aux origines d'un conflit qui prend donc ses origines à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1945, les Américains souhaiteraient que les pays du monde s'unissent, parce que ça fait quand même 2 fois en 25 ans que l'Europe et le monde se déchirent, se massacrent complètement, se détruisent. Après la Première Guerre mondiale, déjà les Américains avaient milité pour la création de la SDN, la Société des Nations, sauf que c'était une volonté du président de l'époque, mais même le Sénat américain avait refusé de signer à la SDN. Du coup, c'était une coquille vide qui n'a eu absolument aucune influence, qui n'a rien pu faire lors de la montée du nazisme. Donc cette fois, ils veulent vraiment quelque chose de beaucoup plus solide. Ils créent l'ONU en 1945. Il y a 51 États qui signent à l'ONU. À la tête de cette organisation, il y a le Conseil de sécurité permanent qui est composé des 5 présumés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, donc les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, qui sont vraiment les 3 vrais vainqueurs de cette guerre. Et il y a aussi la France et la Chine. Alors la France, c'est à la fois parce que De Gaulle a vraiment plus que milité pour que la France soit justement représentée à ce niveau-là. Il y a un documentaire qui est passé il n'y a pas longtemps sur De Gaulle qui montre que s'il n'avait pas été comme ça, la France serait devenue presque un satellite des États-Unis à l'époque. Mais évidemment, quand vous regardez les 5 pays concernés, vous voyez bien qu'il y en a 2 qui sont nettement au-dessus des autres, puisque les 3 autres ont été ravagés par la guerre et sont complètement à genoux. Et donc va débuter une véritable concurrence entre les 2 mastodontes que sont devenus les États-Unis et l'URSS. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est divisée en 2. Les Russes qui sont arrivés jusqu'au milieu de l'Allemagne, contrôlent tout l'Est de l'Europe, et les Américains, avec les Français et les Anglais, contrôlent l'autre partie de l'Europe. Staline promet qu'il y aura des élections libres dans les pays de l'Est de l'Europe, évidemment, il n'y en aura pas. Dès 1947, Truman, qui est le président américain qui a succédé à Roosevelt, qui est mort quelques jours avant l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, déclare que le communisme est un danger pour la liberté dans le monde et que les États-Unis doivent contenir le communisme, et il propose le fameux plan Marshall pour aider tous les pays européens qui le souhaitent pour se reconstruire, parce que l'Europe a été presque rayée de la carte. Et tous les pays de l'Ouest évidemment acceptent et vont être du coup fortement influencés par la culture et le mode de vie américain grâce à l'aide des dollars américains avec lesquels ils vont se reconstruire. À l'Est, il n'y a que la Pologne qui est éventuellement tentée par l'aide américaine, mais les Russes mettent leur veto, et du coup c'est là, en 1947, que les 2 blocs commencent à s'affronter. C'est là que les premières déclarations hostiles apparaissent, seulement 2 ans après la fin du grand conflit. En 1948, en Tchécoslovaquie, donc à Prague, il y a des élections libres. Un gouvernement un peu libéral qui est élu. Les Russes n'acceptent pas ça et interviennent, instaurent la dictature à Prague, en Tchécoslovaquie. Dans le même temps, les Français, les Anglais et les Américains veulent faire renaître l'Allemagne. Parce que les Russes n'acceptent pas. Les Russes, ils voulaient utiliser l'Allemagne quasiment comme un grand champ de blé, un espèce d'état agricole à leur botte. Les Occidentaux, eux, veulent plutôt recréer l'Allemagne pour en faire un de leurs alliés. Du coup, les Russes qui sont pas d'accord font un blocus sur Berlin, qui est dans la partie soviétique de l'Allemagne, qui n'a pas encore été divisée. La ville en elle-même est divisée en quartiers, un quartier français, quartier anglais, quartier américain et quartier soviétique. La partie berlinoise occidentale se prend un blocus russe dans les dents. Du coup, les Alliés instaurent un pont aérien pour soutenir la population berlinoise. Ils envoient de la nourriture, des denrées. Du coup, les Russes finissent par céder. Et c'est là que la séparation est faite entre les 2 Allemagnes, la RFA, donc côté ouest, côté occidental, et la RDA, qui tombe sous la coupe soviétique. La guerre froide va se faire sur plein de niveaux, notamment sur le plan spatial, puisque au début, c'est plutôt les Russes qui vont prendre le dessus, puisqu'ils vont quand même envoyer Sputnik, donc le premier satellite de l'histoire, en 1957. 4 ans plus tard, ils envoient le premier homme dans l'espace, c'est Gagarine. Les Américains finissent par, entre guillemets, l'emporter en envoyant
le premier homme sur la Lune en 69. Dans le même temps, aux États-Unis, pendant l'après-guerre et jusqu'au milieu des années 50, s'instaure le macartisme, une espèce de délire complètement paranoïaque anticommuniste, où tout le monde est suspecté de penser communiste, et donc au sein de l'administration, mais aussi toutes les strates de la société américaine, il y a une espèce de chasse aux sorcières qui s'instaure. Il faut quand même noter que les Russes ont acquis la bombe nucléaire en 49, les Américains, après la guerre, ils ont quand même envoyé 2 bombes nucléaires sur le Japon, ils se disent, bon, c'est bon, on a gagné. Sauf que les Russes, 4 ans après, possèdent eux aussi la bombe nucléaire. Du coup, la situation se bloque, puisque les deux grandes nations ont bien envie de se faire la guerre, mais ils savent que s'ils se lancent là-dedans, ça va être un carnage au niveau nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce conflit va avoir lieu sur le terrain, dans certains endroits, complètement incongrus, où on verra à chaque fois les Américains sur le terrain, avec leur armée, mais jamais les Russes. Les Américains, ils vont faire la guerre dans plusieurs endroits pour essayer de contenir le danger russe, quitte à faire la guerre, à sacrifier des GI par milliers, voire dizaines de milliers. La première grande guerre qu'ils vont se sentir obligés de mener, c'est en Corée. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc était occupée par le Japon, et elle est divisée en deux dès la Deuxième Guerre mondiale par les deux grands libérateurs, par le sud par les Américains et par le nord par les Soviétiques. La limite se situe à ce moment-là sur le 38e parallèle, comme c'est encore le cas aujourd'hui. En 1950, le grand-père de Kim Jong-un, qui est le dirigeant actuel de la Corée du Nord, décide d'envahir le Sud. Les Américains interviennent avec des alliés en Corée, ils renversent la situation, ils remontent au-delà du 38e parallèle, ils commencent à envahir la Corée du Nord, ce qui ne plaît pas du tout aux Chinois, qui sont juste à côté. Et du coup, les Chinois interviennent et font reculer les Américains jusqu'au 38e parallèle. Et du coup, il y a un armistice en 1953 qui est signé. Il y a eu une guerre qui a duré des années, pour rien. La frontière reste exactement au même endroit. Et encore aujourd'hui, les deux pays, il y a une trêve qui dure depuis 1953, mais les deux pays sont toujours officiellement en guerre. On va passer aux missiles de Cuba, la crise des missiles. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est passé vraiment à un poil de fesses de la guerre nucléaire à ça, quoi. Vraiment du papier de cigarette. Cuba, c'est ici, vous voyez, c'est à 150 km de la frontière américaine. Donc Batista, qui est un dictateur à la solde des Américains, donc les Américains sont contents, ils ont un allié juste en dessous de chez eux. Sauf qu'en 1950, il y a une révolte. C'était un dictateur qui était à la solde des Américains et qui, grâce à lui, pouvait faire de grosses affaires. Vous devriez regarder Le Parrain 2, notamment parce que c'est probablement le meilleur film de l'histoire du cinéma, mais aussi parce qu'on y voit un peu ce qui se passait à Cuba à ce moment-là, quand Michael Corleone va à Cuba pour faire des affaires. Ça se passe juste au moment de la bascule. Le coup d'État a lieu le soir de la Saint-Sylvestre 49-50. Fidel Castro prend le pouvoir. Bizarrement, il demande l'aide aux Américains. En fait, c'est pas un communiste, c'est plutôt un nationaliste. Les États-Unis, évidemment, refusent parce que Castro, il a viré le jouet qu'ils avaient mis à sa place. Du coup, il demande de l'aide aux Russes, tout simplement, ce qui ne plaît absolument pas aux Américains. Un allié soviétique juste à 150 km des côtes américaines, ils sont pas d'accord. Sous Kennedy est tenté une opération à la baie des Cochons. Ils envoient une troupe d'exilés cubains pour essayer de renverser le régime. Ça échoue en 61. Et finalement, en 62, le Pentagone se rend compte que à Cuba se trouvent des missiles soviétiques pointés vers les États-Unis. Donc là, les bateaux commencent à se faire face. Il y a quasiment presque un état de guerre. Il n'y a pas un missile qui est lancé, mais c'est vraiment à deux doigts. Et finalement, Kennedy accepte de retirer des missiles que les États-Unis avaient en Turquie, ici, donc juste à côté de l'URSS. Donc c'est quand même assez drôle, c'est-à-dire que les États-Unis ont pété un câble parce qu'ils ont vu qu'à Cuba il y avait des missiles soviétiques, alors qu'en fait eux avaient des missiles à eux en Turquie, juste à côté de l'Union soviétique. Et donc au final, les Kennedy acceptent de retirer ces missiles en échange du retrait des missiles soviétiques de Cuba. À partir de ce moment-là, le monde entier, notamment les deux grandes nations, ont eu tellement peur de ce qui aurait pu se passer. À partir de là, il y aura une espèce de détente relative, une espèce de détente entre les deux grands camps. Il y aura même des tentatives de désarmement dans les années 70, des rencontres entre les grands chefs d'État. Vous voyez, donc ça va commencer un petit peu à se stabiliser. Mais il y aura quand même toujours des conflits et toujours une lutte d'influence extrêmement importante. Le Vietnam c'est ici. Au départ, le Vietnam c'est français, ça s'appelle l'Indochine. Les Français sont virés en 54 après la défaite de Dien Bien Phu où l'armée française est quasiment détruite. Le Vietnam est divisé en deux ensuite. Il est dirigé à Hanoï par un dictateur à la solde des Américains qui s'appelle Diem. Et au nord, il y a Ho Chi Minh avec son Viet Cong qui est à la solde des Soviétiques. Un peu comme en Corée en fait. Sauf que le pays n'est pas divisé par une frontière. C'est deux camps qui s'affrontent, on va dire. Du coup, les Américains, dans les années 60, pour essayer de régler le problème, ils envoient des conseillers militaires. Puis ils vont commencer à envoyer des GI. À la fin des années 60, vers 68, il va y avoir 500 000 soldats américains sur le sol vietnamien. Finalement, les Américains qui se sont ruinés dans cette guerre qui a duré plus de 10 ans, finissent par se retirer. Ils ont été lâchés aussi par leur opinion publique, ils n'en peuvent plus. 73, donc les États-Unis partent. 2 ans plus tard, les communistes
prennent Hanoï, le Vietnam devient communiste, ainsi que ses voisins, le Laos et le Cambodge, comme les Américains le craignaient. C'est pour ça aussi qu'ils sont intervenus, ils sont allés en se disant si le Vietnam tombe, les autres pays de la zone vont chuter aussi, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je vais passer au chapitre de l'influence de ces deux pays-là. C'est une guerre culturelle et surtout une guerre politique. Les Américains, on sait ce qui s'est passé du côté soviétique, on sait, je vais revenir aussi à ce qui s'est passé dans plusieurs pays satellites, notamment en Europe. L'image d'Épinal, c'est les méchants soviétiques à raison qui établissent une chape de plomb dans des dizaines de pays, et les Américains qui, eux, sont les grands libérateurs, qui aident les peuples à se libérer, à instaurer la démocratie. Dans les faits, les Américains, ils ont plus aider les dictateurs que libérer des peuples. Dans le côté positif, vous avez le Japon, par exemple, qui a extrêmement bien profité de la présence américaine, les Américains qui avaient quand même rasé le pays avec 2 bombes nucléaires. L'Union européenne aussi, dans les années 50, d'abord par le CECA, donc le charbon et l'acier, autour de la France, l'Italie, l'Allemagne et le Benelux, puis la CE en 57. Mais dans le même temps, Franco, par exemple, le dictateur espagnol, c'était un allié d'Hitler et de Mussolini. Il n'a pas fait la guerre. Malgré tout, quand il a pris le pouvoir en 1936, lors de la guerre d'Espagne, il a quand même profité des avions allemands qui ont notamment bombardé Guernica. C'était clairement un fasciste, mais il s'en est sorti après la guerre. C'est comme si un dinosaure avait survécu à la chute du gros caillou qui a détruit tous ses copains. C'est un des derniers dictateurs fascistes d'Europe. Je rappelle qu'il est mort en 75. Et Franco, par exemple, ou alors Salazar au Portugal, c'était des vrais dictateurs qui étaient soutenus par les Américains en Europe, d'éventuelles montées communistes dans ces pays-là. Ils ont préféré, un peu comme les Occidentaux ont fait pendant des décennies aussi dans le monde arabe, pour contrer les islamistes. Pour que certains pays comme l'Irak, comme la Libye, la Syrie, etc., ne tombent pas aux mains des islamistes, ils ont préféré soutenir des dictateurs, ce qu'ils appelaient des dictateurs éclairés comme Saddam Hussein ou Assad ou Ben Ali, Kadhafi, etc. Ils se disaient, bon ok, c'est des salopards, mais au moins avec eux, on n'a pas d'islamistes. Et quand ces gens-là, lors du printemps arabe, ont été évacués, et ben effectivement, la plupart de ces pays ont vu une montée de l'islamisme. Les Américains, eux, ils ont soutenu des dictateurs dans plein de pays. Ils préféreront toujours les dictateurs, même à des... Je parle même pas de communistes, je parle de dirigeants un peu socialistes. Les Grecs. Alors les Grecs, c'est terrible parce qu'il y a un Grec sur 7 qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme si ça ne leur suffisait pas, après la guerre, ils se sont déchirés, notamment entre communistes et démocrates, dans une guerre civile qui a fait encore plus de morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en 67, il y a un coup d'État par les colonels. Ils ont été soutenus par les Américains. Les Américains préféraient qu'il y ait une dictature militaire en Grèce plutôt que des gauchistes. La CIA, les États-Unis n'hésiteront jamais à se mêler de la politique de beaucoup de gouvernements latino-américains pour contrer ne serait-ce que des gouvernements un peu progressistes, un peu sociaux, pas forcément des communistes, mais dès qu'il y aura des tentatives de réformes agraires un peu sociales, les Américains vont intervenir dans ces pays-là. Ici, là, ils se gêneront pas. Par exemple, au Guatemala, en 54, ils fomentent carrément, avec la CIA, un coup d'État qui voulait tout simplement faire des réformes agraires en faveur du peuple. Hop, coup d'État. Dans toute l'Amérique latine, c'est comme ça. Au Brésil, dans les années 60, ils soutiennent un coup d'État contre un gouvernement de gauche qui veut faire des réformes sociales. Il y a une junte qui est établie ici au Brésil. Au Chili, Allende, qui est assassiné le 11 septembre 73, c'était un président de gauche qui avait été élu en 70. Bon bah pareil, soutien de la CIA et des États-Unis pour le coup d'État de Pinochet. En Argentine, après la période péroniste, pareil, coup d'État aussi, 76. Tous ces dictateurs-là, sud-américains un peu avec leur image, avec les lunettes noires, tout cela, ils étaient soutenus par les États-Unis parce qu'ils préféraient voir des dictatures un peu militaires de droite, extrême droite, plutôt que des communistes. Le cas qui m'a donné vraiment envie de parler de ça, parce que moi je suis un enfant un peu de cette période du début des années 90 où on a l'impression que le monde se libérait. Il y a eu la chute du mur de Berlin, ça moi j'ai regardé ça devant ma télé, j'avais 14 ans. L'unification en 90 et la chute de l'URSS en 91, moi j'étais scotché devant ma télé, il n'y avait pas de chaîne info, donc on regardait ça au journal de 20h. On n'avait pas internet, donc on était scotchés. Moi en plus j'avais pas trop le droit à regarder les infos parce que mon père il nous virait tous à 20h. À cette époque je me rappelle très bien avoir regardé les infos le soir de la chute du mur de Berlin en novembre 89. J'étais fasciné parce que pour le coup l'histoire sortait des bouquins poussiéreux, s'écrivait devant nous. C'est un peu comme le 11 septembre. La chute du mur de Berlin c'était un vrai événement historique qui se déroulait. C'était comme s'il y avait la Révolution française qui passait à la télé pour moi. C'était quelque chose d'aussi important. Donc moi j'ai été marqué par ça. Même chose pour ce qui s'est passé donc en Afrique du Sud. Pareil,
Toute la libération de l'Afrique du Sud, la fin de l'apartheid, la libération de Mandela, c'est arrivé en 90-91, exactement au même moment. À cette époque-là, je me suis pas dit que ça avait un lien. Pour moi, ça n'avait rien à voir. La chute du mur de Berlin et la fin de l'apartheid, pour moi, c'était deux événements différents. Je me disais peut-être que ça les avait inspirés pour se libérer, j'en sais rien. Et en fait, si, ça a un lien. Ça a un lien extrêmement cynique et ça m'a marqué parce que je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis beaucoup inspiré aujourd'hui de ce fameux bouquin que je vous conseille vraiment. Même si vous n'aimez pas forcément l'histoire, c'est expliqué très simplement, c'est François Reinhardt. C'est pas du tout élitiste, ça fait vraiment relativiser toute la vision qu'on a de l'histoire. Je rêve un jour de rencontrer François Reinhardt, hein, s'il me regarde, il y a peu de chance, mais parce qu'il m'a beaucoup influencé ces dernières années avec ses bouquins. Et donc, quand j'ai lu ce qu'il a écrit sur l'Afrique du Sud, c'est quelques lignes, hein, ça m'a estomaqué. Je suis tombé de ma chaise et je me suis dit, il faut que j'en parle. L'Afrique du Sud était soutenue, mais l'Afrique du Sud de l'apartheid. Depuis 1948, les Blancs gagnent des élections et instaurent l'apartheid encore pire qu'en Amérique. Si vous voulez, les Américains, ça devait quand même leur parler, l'apartheid, puisqu'en 48, ils étaient en pleine ségrégation raciale, même si toute l'Amérique n'était pas dans ce cas-là, c'était le Sud. Mais si vous voulez, il y a quand même un parallèle entre la ségrégation raciale qui a eu lieu en Amérique jusqu'au milieu des années 60 et l'apartheid, qui était un système de ségrégation totale des Noirs dans certains quartiers. Et ce système-là, ce régime-là, a été soutenu par les États-Unis jusqu'à la fin de la guerre froide. Et si la libération de Mandela et la fin de l'apartheid ont eu lieu à ce moment-là, c'est pas par hasard, c'est parce que justement la guerre froide s'arrêtait et donc les Américains n'avaient plus aucun intérêt à empêcher les Noirs de prendre le pouvoir. Les Américains ont soutenu l'apartheid pendant des années. Ils n'ont jamais essayé d'agir en la faveur des peuples noirs. C'est très cynique ce que je vais dire, mais les grands pays qui interviennent pour libérer des peuples, ils le font toujours quand ils ont un intérêt. Sinon, ils ne le font pas. Pourquoi les États-Unis sont intervenus au Koweït? Pourquoi ils sont intervenus au Vietnam? C'est parce qu'ils avaient des intérêts économiques ou militaires, ou les deux. Et pourquoi ils ne sont pas intervenus en Yougoslavie, par exemple? Pourquoi ils ne sont pas intervenus au Rwanda? Parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Mais il n'y a pas que les Américains. C'est de la diplomatie globale. Et l'Afrique du Sud s'est libérée de ces chaînes de l'apartheid à la fin de la guerre froide. Alors on va revenir un peu sur les Russes, parce que j'ai beaucoup parlé des Américains. Les Russes, eux, donc ils ont une série de pays satellites à l'est de l'Europe. Et eux, quand il va y avoir des révoltes, il va y en avoir plusieurs, ils envoyaient les chars. Voilà, donc par exemple en 1953, il y a une révolte à Berlin-Est des ouvriers, elle est écrasée par les chars russes. En 1956, la révolution de Budapest en Hongrie, où les Hongrois parviennent même à élire un chef d'État un peu libéral. Budapest est écrasée par les chars russes. En 1961, le mur de Berlin est quand même construit en une nuit pour empêcher la fuite des Allemands. En 68, il y a le printemps de Prague, pareil, il y a un mouvement démocratique qui se crée à Prague, et les chars russes règlent le problème. Le dernier cas, c'est l'Afghanistan. Les Russes envahissent l'Afghanistan en 79, sauf qu'ils vont se heurter à la résistance locale, notamment des Moudjahidines, qui sont en fait les futurs islamistes afghans, les Moudjahidines qui seront soutenus par les Américains. C'est-à-dire que quand on regarde Rambo 3 avec Rambo qui fraternise avec les Moudjahidines, qui seront les futurs grands ennemis, hein. Rambo qui est le grand symbole du libérateur américain, c'est quand même assez cocasse. Donc l'URSS, le bloc soviétique, on va dire, commence à se fissurer dans les années 80 avec la Pologne qui commence à se libérer grâce à Lech Walesa et Solidarnosc. Le mur de Berlin donc finit par tomber en 89. L'Allemagne se réunifie en 90 et l'URSS est dissoute en 91. Et là, toute la politique mondiale va se retrouver perturbée. Pendant 10 ans, on va avoir l'impression qu'il n'y a plus que les États-Unis. Les Russes ne seront plus rien. Et puis par la suite, le 11 septembre, va rebattre les cartes. C'est une autre histoire. Je voulais parler de ça, de l'influence de la guerre froide sur le monde, qui n'était pas résumé seulement, encore une fois, à l'Europe. Hein. C'était un événement mondial et qui a impacté tous les continents quasiment de la planète. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.